Le jour, cet homme était un compagnon doux et attentionné capable de protéger une femme fantôme du vent et de la pluie. Mais la nuit, il se transformait soudain en juge impitoyable chargé de les condamner. Dans l'Antiquité, les grandes lignées utilisaient des secrétaires et des rites pour chasser les fantômes. 12 personnes dansaient en cercle pour former une formation rituelle. Ce qui agit contrairement à l'ordre naturel devient démon. L'âme qui refuse de se disperser devient fantôme. L'objet qui présente une anomalie devient monstre. Les officiers appelés Siliciaowei furent aussi connus sous le nom de tigres couchés. Ils furent établis sous l'empereur Wu Dehan pour inspecter les affaires de sorcellerie et d'anomalies dans le monde, puis pour trancher et exterminer les forces étranges, les dieux troubles et les esprits chaotiques. Depuis lors, les affaires où les fantômes tourmentaient la terre de Shenzhou furent en grande partie apaisées. En l'an 1900, une étoile tomba. Elle couvrit près de 80% des terres émergées de la planète bleue. À partir de ce moment, l'énergie spirituelle revint dans le monde, et les choses mauvaises, étranges et inquiétantes commencèrent peu à peu à se réveiller. À cet instant, une jeune femme se cachait dans une armoire et appelait la police. Sa peur était si grande qu'elle ne parvenait plus à parler correctement. Elle répétait qu'elle avait rencontré quelque chose d'impur, une paire de chaussures brodées rouges. C'étaient des chaussures anciennes du style des petits pieds bandés des lotus d'or de 3 pouces. Depuis qu'elle avait acheté cette paire de chaussures dans une petite boutique, elle faisait chaque jour le même cauchemar. Elle rêvait d'une femme fantôme vêtue d'une robe de mariée rouge, les longs cheveux noirs épars. La fantôme ne disait pas un mot. Elle se contentait de la fixer froidement. Le plus effrayant, c'était que la femme découvrait à chaque rêve que la fantôme se rapprochait d'elle. Maintenant, elle était presque collée à son visage. Plus étrange encore, la jeune femme avait clairement brûlé les chaussures brodées rouges. Pourtant, cette paire maudite la suivait toujours obstinément, impossible à chasser. Elle pleurait au téléphone et suppliait la police de venir vite la sauver. Mais soudain dans le combiné, un grésillement électrique retentit. Puis une voix froide et basse se fit entendre. « Alors tu étais ici ». La jeune femme fut instantanément saisie d'une terreur qui lui arracha presque l'âme. Elle se mit à courir de toutes ses forces. Pourtant, un coup frappé à la porte retentit soudain. Elle regarda par l'œilleton et vit une scène terrifiante, une femme fantôme détestable postée devant sa porte, la fixait sans bouger. Le lendemain matin, une sirène perçante retentit dans le quartier. Wei Yuan, qui venait d'arriver avec quelque chose à la main, ressentit une malchance inexplicable. En voyant les secouristes sortir une civière, il comprit qu'un meurtre venait réellement de se produire là-bas. Alors qu'il restait figé, un bruit étrange résonna soudain dans son logement. Wei Yuan crut qu'un voleur était entré et se précipita à l'intérieur. Mais dans cette vieille maison délabrée laissée par son grand-père, il comprit vite qu'il s'était inquiété pour rien. Très vite, il aperçut une scène bizarre. Sur la table, une plaque de commandement s'était dressée toute seule. Wei Yuan la prit avec curiosité. Les caractères gravés dessus indiquaient « Siliciaowei de la Grande Han ». Aussitôt, il sentit un tigre féroce bondir vers lui. Une aura puissante le cloua sur place. Il n'aurait jamais imaginé qu'une plaque aussi ordinaire puisse contenir l'image d'un tigre en patrouille. Plus étrange encore, le nom de famille est gravé au dos et était exactement le même que le sien. Wei Yuan s'excita aussitôt. Était-ce donc un trésor transmis par ses ancêtres? Il semblait que sa lignée eût autrefois connu une gloire immense. Mais à la seconde suivante, la plaque lui entailla le doigt. Une goutte de sang tomba sur elle. Aussitôt un avis de recherche apparut devant lui. Ceux qui offensent Shenzhou, fussent-ils monstres, forces étranges ou esprits chaotiques, seront arrêtés et exterminés. À côté du texte était dessinée une paire de chaussures brodées rouges. Wei Yuan resta complètement abasourdi. La cible du mandat était une paire de chaussures rouges. Il se dépêcha de chercher sur Internet des informations sur les chaussures brodées rouges. Mais il ne trouva que des histoires populaires de fantômes, sans le moindre indice réel sur ces chaussures étranges. Puis Wei Yuan se rappela soudain que la plaque n'avait réagi qu'au moment où la police emportait le corps de la victime du quartier voisin. Soudain, un épais brouillard se leva. Les alentours furent enveloppés d'une brume obscure tandis qu'au loin apparaissait une lueur rouge inquiétante. En un clin d'œil, Wei Yuan découvrit que l'environnement autour de lui était devenu inconnu. Il avait déjà pénétré par erreur dans une illusion étrange. À ses oreilles résonnait une mélodie nuptiale triste. En suivant le son, il aperçut près d'un puits une fantôme en robe de mariée rouge flottant dans l'air. Sa voix douce était mêlée d'un froid mordant. Elle répétait « Mon Seigneur, tu es enfin venu me voir. Sais-tu combien j'ai souffert en t'attendant ?»
Il s'agissait d'un musée étrange où étaient conservés de nombreux objets folkloriques. Mais des événements surnaturels y survenaient fréquemment et avaient effrayé d'innombrables personnes. Pourtant, pour gagner davantage d'argent, Wei Yuan choisit résolument de garder ce musée. Un peu plus tôt, Wei Yuan avait fait un rêve confus. Il était arrivé dans un lieu inconnu avançant malgré lui au milieu de la brume. Une femme était assise près d'un puits, la tête baissée, le regard posé sur lui. À ses pieds se trouvait une paire de chaussures souples rouges, à semelles peintes d'or. Puis la femme se jeta sur lui, mais un rugissement de tigre bas et furieux explosa soudain. La femme aux chaussures rouges poussa un cri aigu et fut directement projetée en arrière. Wei Yuan se réveilla brusquement. Son téléphone indiquait 3 heures du matin, l'heure où l'énergie yin atteint son sommet, avant de décliner, tandis que l'énergie yang commence à s'élever. C'est le moment où la nuit et le jour se remplacent. Wei Yuan avait la tête lourde, douloureuse, encore enveloppée par la terreur du cauchemar. Soudain, son téléphone reçut un courriel. Il fut surpris qu'un message arrive à une heure pareille. En l'ouvrant, il découvrit une lettre de recrutement, salaire mensuel de 5000 nourritures et logement compris. Le lieu de travail était un musée folklorique. Le lendemain à midi, Wei Yuan conduisit lentement jusqu'au musée folklorique. Mais très vite, il trouva la situation étrange. Le patron qui se tenait devant lui avait une expression extrêmement grave. Après un long silence, le vieil homme posa soudain une question. « Jeune homme, as-tu peur des fantômes ?» Wei Yuan agita aussitôt la main. « Nous sommes tous matérialistes. Où y aurait-il des fantômes dans ce monde ?» Même s'il répondait avec un sourire, sa main droite serrait fermement la plaque du tigre couché. En voyant Wei Yuan jeune, vigoureux et plein d'énergie yang, le patron repensa aussi au fait que le CV avait été envoyé par Wei Yuan lui-même à 3 heures du matin. Il ne dit donc rien de plus et l'invita à se familiariser avec son futur environnement de travail. Dès qu'il entra, Wei Yuan sentit une fraîcheur étrange. Les étagères en bois étaient remplies d'objets folkloriques, des choses déjà rares dans la société moderne. L'espace était grand et divisé en 2 parties, à l'extérieur le musée, à l'intérieur la zone d'habitation. Les figurines de papier posées dans la pièce paraissaient assez sinistres. Après avoir fait un tour, Wei Yuan ne put s'empêcher de remarquer l'ampleur des lieux. Soudain, il aperçut une bouteille de boisson déjà ouverte dont les bulles s'étaient dissipées. Le patron soupira. « Ce musée représente le travail de toute la vie de mon fils. » Puis il montra l'intérieur. Là-bas, il y a une chambre, un salon et une salle de bain. C'est l'endroit où l'on peut vivre. Wei Yuan demanda aussitôt à aller voir. Le patron eut un instant d'hésitation. Après un long silence, il sourit et dit « C'est là que tu vivras désormais. Va voir toi-même. Je t'attendrai dehors. » En entendant cela, Wei Yuan sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Un emploi bien payé qui venait frapper à sa porte à 3 heures du matin ne pouvait pas être si simple. Heureusement, il portait sur lui la plaque ancestrale du tigre couché. Il décida finalement d'inspecter soigneusement tout le bâtiment. Si la plaque réagissait, il partirait aussitôt. Pendant ce temps, le patron restait dehors plongé dans sa tristesse. C'était déjà la 4e personne engagée en un demi-mois. Si celle-ci s'enfuyait comme les 3 précédentes, ce serait peut-être la volonté du ciel que le musée ferme. Car les 3 premiers n'étaient pas les seuls à avoir vu quelque chose. Le patron lui-même avait vu la nuit précédente des coups frappés sans raison à la porte du musée. Les murs avaient laissé suinter une grande quantité de sauce tomate comme du sang. Et il avait même vu une couverture flotter toute seule pour poursuivre une silhouette humaine. Alors qu'il repensait à ces scènes avec frayeur, Wei Yuan surgit soudain enveloppé dans une couverture interrompant ses pensées. En voyant qu'il l'avait effrayé, Wei Yuan expliqua vite qu'il s'était simplement couvert pour se réchauffer. Le patron vit que Wei Yuan débordait d'énergie yang et ne semblait nullement effrayé. Il fut un peu rassuré et conclut rapidement les conditions de travail avec lui, garder le musée au quotidien, surveiller l'eau et l'électricité, logement gratuit et 800 yuan supplémentaires par mois pour les courses. Wei Yuan avait déjà confirmé qu'aucune présence maléfique ne semblait exister dans le bâtiment. Il accepta donc aussitôt et signa le contrat. Avant de partir, le patron eut une expression complexe et ne put s'empêcher d'ajouter « Si tu ne veux plus faire ce travail, dis-le-moi. Ce musée devrait peut-être fermer. » Wei Yuan ne prit pas ces mots au sérieux. Après tout, la plaque du tigre couché capable de détecter les choses maléfiques était restée silencieuse du début à la fin. Cela prouvait qu'il n'y avait pas de fantôme vengeur ici. Le patron devait seulement être trop sensible, trop âgé et porté aux pensées confuses. Pourtant, lorsque Wei Yuan ouvrit pour la première fois sa vision du yin et du yang, il vit la mariée fantôme qui ne cessait de penser à lui. Peu auparavant, pour un salaire élevé, Wei Yuan était devenu gardien du musée folklorique.
Mais une chose étrange cachée dans le musée tendit soudain les mains vers ses épaules. Au moment où ses ongles noirs touchèrent Wei Yuan, la plaque du tigre couché, vibra dans sa main et dégagea une brûlure intense. La chose à la peau verte eut l'impression d'avoir saisi un fer rouge. Sa paume fut brûlée à tel point qu'elle ne put le supporter. Wei Yuan s'y retourna instinctivement. Tenant la plaque de bronze comme une brique, il la balança violemment. La plaque s'abattit solidement sur le front de l'être vert. Wei Yuan s'excita aussitôt, la sensation de frapper un fantôme ressemblait un peu à celle de taper avec un bâton dans une grosse boule de coton sucré. C'était même assez défoulant. Même s'il ne pouvait pas voir clairement les choses étranges, il remarqua les traces de pas au sol et poursuivit aussitôt la créature verte. Celle-ci voyait pour la première fois quelqu'un capable de battre les fantômes et fut terrifiée. Pendant que Wei Yuan se concentrait sur la bagarre, deux autres âmes errantes buvaient tranquillement du cola. La créature verte les jugea maudites de ne pas venir l'aider. Mais les deux âmes expliquèrent qu'elles étaient impuissantes, elles ne pouvaient à peine apparaître que lorsque l'énergie yin était dense au milieu de la nuit. Wei Yuan les remarqua alors à leur tour. Après une bonne correction, tous les esprits devinrent enfin obéissants. Ensuite, des caractères flottèrent hors de la plaque du tigre couché. Les âmes errantes n'ont pas consommé de pierre de sang. Elles ne portent pas de rancune, n'ont pas tué et ne présentent pas de regrets criminels. Il n'est pas nécessaire de les exterminer. Wei Yuan fut troublé. Pour le moment, il ne pouvait voir que vaguement les contours de ces âmes errantes. S'il rencontrait à l'avenir un véritable fantôme maléfique, il ne saurait pas quoi faire. À l'instant suivant, d'autres caractères apparurent. Tout officier rattaché au Silicia Wei peut trancher les démons et exorciser les fantômes. Les mérites obtenus permettent d'entrer dans le trésor de la Grande Han et d'y prendre des armes et trésors contre les choses mauvaises. Si le Silicia Wei n'a jamais tué de démons capturés de chaos, ni accumulé de mérites, le trésor ne peut pas s'ouvrir. Wei Yuan remarqua aussitôt le point essentiel: le trésor de la Grande Han ne pouvait pas être ouvert. Cela signifiait qu'il pouvait encore exister dans cette époque. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, de nouveaux mots apparurent en présentant 5 méthodes. Les voies latérales n'exigeaient pas de culture Dao profonde et permettaient d'ouvrir la vue pour observer le yin et le yang. La première méthode utilisait des larmes de bœuf, mais il ne s'agissait pas de simples larmes d'animal domestique. Il fallait mélanger plusieurs matériaux pour produire un liquide à appliquer sur le contour des yeux. Après 7 jours, on obtenait une vision yin-yang pendant assez longtemps. La deuxième méthode agissait vite et durait longtemps, mais elle comportait des dangers. Selon la rumeur, les corbeaux aux yeux bleus perchés sur les arbres morts des cimetières voyaient la vie et la mort. Il fallait entre minuit et l'heure de l'enfant arracher vivant un de leurs yeux, le faire tremper dans l'eau chaude puis l'avaler. Ensuite, on pouvait voir la frontière entre la vie, la mort, le yin et le yang. Wei Yuan sentit un froid courir dans son dos en lisant ces méthodes. Seule la dernière lui semblait acceptable: frotter les yeux avec des feuilles de saule. Les branches de saule peuvent frapper les fantômes et les faire rapetisser de 3 pouces, et les feuilles de saule frottées sur les paupières peuvent ouvrir brièvement la vision du yin et du yang. Pour un mortel aux yeux ordinaires, il fallait préparer les feuilles à l'avance, les tremper dans la rosée du matin, mêler à un objet yin jusqu'à minuit, quand l'énergie yin devenait lourde. Ensuite, en frottant cette eau sur les paupières avec les feuilles, on pouvait voir le yin et le yang pendant le temps d'une tasse de thé. Chaque ouverture nécessitait de recommencer. Wei Yuan choisit cette méthode. Il se sentait récemment très malchanceux. Sans comprendre pourquoi, il avait emménagé dans un endroit plein d'esprit. Les matériaux nécessaires à cette 5e méthode étaient faciles à réunir. Il ne manquait que l'objet yin indiqué dans la liste. Parmi les esprits, 2 figurines de papier appartenaient déjà au yin. Elles tremblaient et semblaient prêtes à se jeter dans l'eau, mais Wei Yuan les arrêta. Il regarda les autres plus grands et dit: « Je n'irai pas jusqu'à vous faire tremper dedans. Cette affaire, laissez plutôt ces 3-là s'en charger. » Sous son regard, les 3 esprits sortirent avec réticence leurs objets. Yin, l'un présenta un vieux filet de pêche pourri, noir et puant. Un autre, une grande bouteille verte portant les 3 caractères Dichlorvos. Le dernier, une épée octogonale brisée. Après avoir regardé tout cela, Wei Yuan n'avait pas vraiment le choix. Il mit directement l'épée brisée dans l'eau et attendit minuit. Comme il restait du temps, il décida de retourner dans son ancienne maison pour prendre quelques affaires. Avant de partir, il n'oublia pas d'avertir les esprits de rester tranquilles. De retour dans son quartier, Wei Yuan vit une femme aux cheveux mêlés de fils argentés qui pleurait comme si elle avait perdu son âme. Sa détresse était si aiguë qu'elle pesait sur le cœur. Curieux, il interrogea un passant. Celui-ci expliqua à voix basse:
C'est la famille dont la fille est morte. Cette grande sœur a élevé sa fille avec difficulté. Elle allait enfin pouvoir profiter de la vie et sa fille a été tuée. Wei Yuan pinça les lèvres. Cela avait-il un rapport avec les chaussures brodées rouges? Mais il se dit ensuite qu'il n'avait ni la capacité ni l'envie de s'en mêler. Il valait mieux récupérer ses affaires et retourner vite au musée. Minuit arriva bientôt. Wei Yuan fit rester les esprits en face de lui, prit une feuille de saule dans sa main droite et la passa solennellement sur ses yeux. Il vit enfin des choses invisibles aux yeux des mortels. À droite, l'esprit était gonflé par l'eau, c'était évidemment un noyé. Au milieu, une femme avait le visage verdâtre, elle était probablement morte après avoir avalé du pesticide. Le dernier portait des vêtements anciens et avait une blessure béante au cœur, sans doute un soldat mort par les armes. Wei Yuan expira lentement. Il ressentait encore une impression absurde, nerveuse et excitante, il voyait réellement des fantômes. Soudain, le noyé pointa Wei Yuan d'un air mélancolique. « Regarde la fille que tu as ramenée après être sortie. Pourquoi elle ne parle pas ?» En entendant cela, Wei Yuan sentit que quelque chose n'allait pas. Son dos se glaça. Il vit une silhouette aux longs cheveux noirs, vêtue d'une longue robe, les pieds chaussés de lotus d'or à semelles rouges et des seins dorés. Elle baissait la tête sans dire un mot. Wei Yuan venait à peine d'acquérir ce musée folklorique, mais il n'aurait jamais pensé qu'il abritait autant d'âmes errantes. Pire encore, une femme fantôme l'avait suivi jusqu'à chez lui. Il découvrit aussitôt que la fantôme aux chaussures rouges le fixait la tête basse. Après quelques instants, il sentit ses mains, ses pieds, et ses membres perdre peu à peu leur chaleur, devenir engourdis. Le noyé crut que cette fantôme avait été capturée par Wei Yuan et s'avança pour la saluer. Wei Yuan voulut l'en empêcher, mais il était déjà trop tard. Les longs cheveux humides de la fantôme se mirent soudain à pousser avec violence. Comme des pointes de fer, ils transpercèrent facilement l'abdomen du noyé. Le noyé se débattit dans les airs. Son visage devint de plus en plus gonflé. Ses mouvements ralentirent rapidement, et le blanc de ses yeux noircit petit à petit. Wei Yuan comprit même sans explication, le noyé jusque-là inoffensif était en train de se transformer en fantôme maléfique. S'il ne faisait rien, cette maison contiendrait bientôt 2 fantômes féroces, ce qui serait encore plus difficile à gérer. Le musée n'était pas grand, seulement quelques pas. Quand Wei Yuan s'approcha, la fantôme resta silencieuse, les bras tombants. Mais une mèche de cheveux s'allongea soudain comme un python pour l'enserrer. Wei Yuan n'eut pas le temps de réfléchir. Il sortit directement la plaque du tigre couché, espérant qu'elle répondrait. Aussitôt elle vibra. Autour d'elle résonnèrent des rugissements de tigres qui se ruèrent vers la fantôme. Profitant de l'occasion, Wei Yuan se rapprocha rapidement. Il leva l'épée brisée et tailla dans la mèche qui retenait le noyé. La sensation était comme couper du caoutchouc mou avec un couteau émoussé, mais au moins les cheveux pouvaient être sectionnés. Les autres âmes saisissaient l'occasion pour sauver le noyé. Mais à ce moment, Wei Yuan sentit son corps devenir soudain très lourd. Il devina que chaque utilisation de la plaque consommait sa propre force. La fantôme leva alors la tête. Une paire d'yeux vides et entièrement noirs fixa Wei Yuan, lui glaçant le dos. Il savait qu'il s'était attiré un immense problème. Il était devenu la seule cible de cette femme fantôme. Il ignorait combien de fois il pouvait encore utiliser la puissance de la plaque dans son état actuel. Être poursuivi sans raison le mit en colère. Il explosa. Les dettes ont leurs débiteurs et les rancunes leurs responsables. Je n'ai aucune haine avec toi. Pourquoi t'acharnes-tu sur moi? Même si tu es maintenant un fantôme, tu as bien eu un père et une mère de ton vivant. Non, ne t'ont-ils pas appris les règles de conduite? Il ne s'attendait pas à ce que ces paroles enflamment totalement la fantôme rouge. En la voyant devenir de plus en plus folle, Wei Yuan cessa de gaspiller des mots. Il la fixa avec une rage farouche. Les fantômes craignent aussi les hommes féroces. À cet instant, bien qu'il ne fût qu'un mortel, son aura ne céda pas face à la fantôme. Soudain, une lumière éclata dans le ciel. Plusieurs secondes plus tard, seulement le grondement du tonnerre retentit. Au 2e mois, toutes choses surgissent sous le trigramme Zen. Zen est le tonnerre, c'est pourquoi on parle d'éveil par la foudre. Quand l'éclair et le tonnerre se dispersèrent, Wei Yuan vit que la fantôme avait disparu. Il ne restait qu'une zone mouillée et quelques empreintes de mouvement de pas. Puis une immense fatigue le submergea. Il eut l'impression que son corps était vidé. Ses paupières tombèrent lentement et il sombra aussitôt dans le sommeil. Il dormit toute une nuit entière avant de se réveiller. Le noyé qui avait failli devenir un fantôme maléfique lui était infiniment reconnaissant. Wei Yuan examina sa blessure, le trou percé par les cheveux s'était déjà refermé. À cet instant, la plaque du tigre couché dégagea soudain une chaleur brûlante et des caractères en écriture cléricale apparurent.
Le Sili Xiaowei a repoussé un fantôme féroce et empêché une âme errante de devenir un fantôme maléfique. Mérite obtenu 1. Le mérite se transforme pour le Sili Xiaowei. Il doit maîtriser l'une des méthodes. Depuis l'Antiquité, existe un art nommé « chasser les fantômes », fondé sur 12 personnes comme témoins diverses méthodes de peau peinte, chants aux dieux et gestes rituels avec du chanvre de plusieurs pieds. Les textes précines rapportent des méthodes pour instruire les peuples afin que les fantômes nuisibles ne les égarent pas. Wei Yuan comprit le sang général sous la dynastie Qin des méthodes d'exorcisme avait été compilé pour éviter que les ignorants ne soient victimes. L'art de commander les fantômes faisait partie des pouvoirs que devait maîtriser un officier du tigre couché. Il permettait non seulement de chasser les âmes errantes, qui refusaient de partir, mais aussi d'utiliser certaines capacités des esprits. S'il voulait commander un esprit ailleurs, il devait d'abord trouver un objet yin, puis s'en servir pour soumettre l'esprit. Mais dans ce musée se trouvaient déjà 5 objets ou âmes yin. S'il parvenait à les convaincre d'accepter son commandement, il aurait au moins un peu plus de confiance face à la fantôme qui semblait l'avoir pris pour cible. Mais Wei Yuan découvrit que les âmes errantes avaient déjà disparu. Il allait sortir du lit pour les chercher quand son regard se figea. Une paire de chaussures brodées rouges à dessins dorés était posée calmement au sol, la pointe dirigée vers son lit. Il était évident que cette fantôme féroce était déterminée à le hanter. Wei Yuan venait enfin de maîtriser son premier pouvoir en tant que tigre couché, l'art de chasser et de commander les fantômes. Ce pouvoir pouvait non seulement repousser les âmes errantes, mais aussi utiliser certaines capacités des esprits. Mais avant même qu'il ait le temps de l'étudier attentivement, il découvrit que les chaussures rouges le fixaient déjà. Pour se protéger, Wei Yuan trouva 2 âmes errantes et les interrogea sur leurs capacités. Le résultat fut décevant, elles étaient mortes de façon trop banale. La pêche du noyer et la peinture de la femme fantôme ne permettaient pas de vaincre les démons. Il ne put placer ses espoirs que dans l'esprit qui possédait l'épée brisée. Le soldat mort par les armes dit qu'il ne se souvenait même plus de son nom. Il se rappelait seulement avoir servi sous les ordres du général Qi, avoir coupé du bois et tué quelques pirates japonais, puis s'être endormi jusqu'à l'époque actuelle. Wei Yuan fut surpris. L'armée de Qi avait plusieurs siècles d'histoire. Un si vieux fantôme ne s'était donc pas transformé en roi fantôme comme dans les histoires. Après ces questions, le soldat expliqua modestement qu'il connaissait un peu les sabres, les lances, les armes à feu anciennes, et les techniques de combat, mais seulement des arts grossiers de soldats, bien loin des généraux. Wei Yuan poussa un soupir de soulagement. Il avait enfin un esprit utilisable avec l'art de commandement. Il imita donc les anciens, joignit les mains devant le soldat de l'armée de Qi, et demanda à l'autre partie d'accepter d'être conduite par lui. Après l'accord du soldat, une lueur apparut dans la main droite de Wei Yuan. Un talisman translucide apparut dans sa paume. Il secoua le poignet et posa le talisman au cœur du soldat, qui était encore intimidé et n'osait bouger. Il sentit clairement que le pouvoir avait pris effet. L'âme guerrière de l'armée de Qi était désormais logée dans sa main droite et soumise à son contrôle. En même temps, une sensation indescriptible naquit dans son cœur de la familiarité. La maîtrise des armes froides et d'une partie des armes à feu anciennes n'était plus un souvenir à retrouver, mais une habitude directement intégrée à son corps. C'était l'expérience gagnée dans les champs de bataille les plus cruels d'une époque, l'expérience de survivants trempés par la guerre. Les âmes errantes poussèrent un cri de surprise. Puissant, est-ce que vous allez maintenant partir combattre cette fantôme féroce? Mais Wei Yuan les interrompit immédiatement. Appelez la police. Il faut appeler la police. Les esprits restèrent stupéfaits. Appeler la police pour attraper un fantôme, ça marche. Wei Yuan n'expliqua pas. Dans son esprit, s'il ne se trompait pas, les chaussures rouges portées par la victime précédente avaient dû disparaître. La cour vue dans son rêve existait probablement réellement. Selon les légendes de monstres, un tel endroit devait être utile pour convaincre ou affaiblir la fantôme. En apportant ses chaussures rouges, il pourrait peut-être persuader la police de l'aider à retrouver ce lieu. Très vite, Wei Yuan arriva au commissariat. La personne qui le reçut était Zoe, membre de l'unité spéciale. Elle tira une chaise, s'assit devant lui et posa à côté d'elle un dossier fermé. Après l'avoir examiné attentivement, elle fronça les sourcils. « Vous dites que vous avez rencontré un fantôme ?» Wei Yuan ne cacha rien et hocha la tête. « Au début, c'était un rêve. J'ai rêvé d'un petit bâtiment puis d'une cour carrée avec un sophora. Cette femme était assise près d'un puits de pierre et me regardait. » Zoe garda le silence, réfléchissant intérieurement. D'après son dossier, il n'avait récemment eu aucune occasion d'entrer en contact avec une maison hantée. D'après ses trajets,
Il n'était pas allé dans des zones dangereuses. On pouvait donc en principe conclure qu'il n'était pas directement empêtré avec un esprit maléfique. Mais comme il avait habité près du quartier Fushun, il pouvait avoir été contaminé par l'énergie yin. Il était aussi possible que les nouvelles du meurtre aient provoqué un cauchemar extrêmement réaliste. Bien sûr, on ne pouvait pas totalement exclure qu'il fût vraiment la cible d'un fantôme. Cependant, en général, quelqu'un qui subit l'attaque d'un esprit maléfique présente un état mental plus sensible et plus dépressif, au lieu d'être aussi calme avec un discours aussi clair. Joey se leva donc pour l'interroger plus précisément. À part votre rêve, avez-vous observé d'autres signes? Sinon, il faudra peut-être utiliser d'autres moyens de vérification. Wei Yun parla pas. Il sortit une boîte à chaussures, la posa sur la table, l'ouvrit, et la poussa vers Joey. Son regard se posa dessus, et son expression se figea. Dans la boîte se trouvait une paire de chaussures brodées rouges, à dessins dorés, d'une beauté démoniaque. À l'instant suivant, dans l'oreillette Bluetooth de Zoe, retentit la voix essoufflée d'un coéquipier. Capitaine, à l'endroit où était conservé le corps de la victime de la maison hantée, les chaussures rouges qu'elle portait ont disparu. La porte en fer n'a pas réussi à la retenir. Les talismans dessus semblent aussi inefficaces. Ce n'est pas un simple fantôme mauvais. Généralement, après avoir attaqué un vivant et libéré son ressentiment, une maison hantée se calme. Mais celle-ci est très anormale. Que veut-elle exactement? Les fantômes féroces sont très différents des âmes errantes ordinaires. Leur niveau est généralement élevé, et ils ont connu des rencontres particulières. Pourtant, Wei Yun était justement poursuivi par une femme fantôme en rouge. Il avait donc fait un choix judicieux, venir au commissariat, avec une paire de chaussures brodées pour porter plainte. Puisque la porte de fer n'avait pas réussi à la sceller et que les talismans ordinaires étaient inefficaces, cela prouvait que son niveau était au moins celui d'un fantôme puissant. Peu après, 2 personnes de plus se tinrent devant Wei Yuan Zhaoying, disciple d'une lignée ésotérique, et un homme au nom daoïste Xuan Yi. Ils étaient les membres de l'équipe de Zhou, ceux qui venaient de faire le rapport. Xuan Yi sortit directement du papier à croquis pour demander à Wei Yuan de décrire précisément son rêve. Mais Wei Yuan sortit au contraire un dessin déjà préparé. En le voyant, Xuan Yi jura presque intérieurement. Le talent de Wei Yuan en dessin était extrêmement élevé, même supérieur au sien. Wei Yuan ne fut pas surpris par cette réaction. Ce dessin avait été réalisé grâce à l'art de commandement des fantômes, en utilisant l'âme de la peintre du musée. Après tout, elle avait été une artiste professionnelle. Ayant tout ça légèrement et demanda « Si vous accordez autant d'importance au lieu que j'ai vu en rêve, c'est parce que cet endroit peut aider à soumettre la fantôme, n'est-ce pas ?» Joey hocha très franchement la tête. « Vous êtes plutôt intelligent. Le principe fondamental d'un fantôme féroce est la combinaison d'une émotion négative extrême avec certaines terres spirituelles. Comme l'émotion la plus forte se joint à un environnement correspondant, elle devient de plus en plus violente et maligne. Contrairement aux âmes errantes, aux fantômes rancuniers ou aux mauvais esprits ordinaires, les fantômes féroces ont généralement une puissance élevée et des circonstances particulières. Les affronter de front n'est pas une bonne idée. Si nous trouvons la source de cette émotion, nous aurons une chance de l'affaiblir, puis de la soumettre ou de l'éliminer. Mais ces fantômes ont souvent longtemps vécu dans un état d'émotion négative qui dépasse la condition humaine. On peut dire qu'ils ont connu une existence pire que la mort. Dans le bouddhisme et le taoïsme, détruire un tel fantôme est appelé le délivrer. À ce moment, Xuan Yi interrompit soudain. « J'ai trouvé, capitaine, c'est le vieux jardin de Qianjiang dans le sud de Jiangnan, un endroit où l'on chantait de l'opéra. Il semble que plusieurs chanteuses célèbres y aient vécu. Il y a eu un accident autrefois et l'endroit a été fermé. » Les yeux de Zoe s'illuminèrent. Elle se leva et fit signe aux autres de partir. Avant de s'en aller, elle posa encore une main sur l'épaule de Wei Yuan. « Vous pouvez rentrer vous reposer. Ce qui va suivre n'est pas une affaire dans laquelle un civil comme vous devrait s'impliquer. » Wei Yuan voulait encore dire quelque chose, mais Xuan Yi sortit un talisman et le lui tendit. « Prends-le, il peut te protéger. Je ne sais pas pourquoi la capitaine semble s'intéresser à toi, mais si tu nous suis, tu deviendras seulement un poids. » Wei Yuan fronça les sourcils. « Je me souviens que vous venez de dire dans votre rapport que ces talismans ne pouvaient pas retenir cette fantôme féroce, non. » Xuan Yi n'eut d'autre choix que de sortir un second talisman et de le lui remettre. Zhao Yi sortit ensuite un document de confidentialité. Une fois le document signé, Wei Yuan pouvait repartir de lui-même. Après avoir vu les membres de l'équipe s'éloigner, Wei Yuan rentra chez lui et s'endormit. Mais il ne s'attendait pas à être de nouveau entraîné par la fantôme dans un rêve. Dans une cour grise et brumeuse, une rangée de personnes étaient agenouillées, toutes la tête baissée. Wei Yuan fut perplexe. Pourquoi y avait-il cette fois autant de gens,
Puis un rire étrange retentit derrière lui, interrompant ses pensées. Son visage changea brusquement. Sentant le danger, il tendit la main pour saisir la plaque dans sa poitrine, mais ne toucha que le vide. La femme fantôme leva alors la tête et le regarda silencieusement. Puis elle tendit soudain la main et transperça en un instant la poitrine de Wei Yuan. Il se réveilla en sursaut. En voyant que les 2 talismans donnés par Xuanyi s'étaient silencieusement réduits en cendres, il comprit qu'il venait de lui sauver la vie. Puis il découvrit que ses vêtements étaient déchirés à la poitrine. Il n'avait jamais imaginé que cette fantôme fût si terrifiante, capable d'influencer directement la réalité à travers le rêve. Une colère sans nom s'éleva dans son cœur. Il n'avait jamais prévu de se mêler aux affaires des démons et des fantômes. Mais cette fantôme semblait ne pas vouloir lui laisser la moindre chance de vivre. Wei Yuan décida donc d'aller lui aussi à Jiangnan. Plutôt que d'attendre passivement la mort, autant prendre l'initiative. Il avait failli mourir entre les mains de la fantôme rouge. Sans les talismans protecteurs, il serait déjà mort. Il décida donc de contre-attaquer. Ne pas rendre l'appareil aurait été contraire à sa manière de faire. Quelques jours plus tard, dans une cour délabrée quelque part à Jiangnan, un vieil homme était allongé sous un arbre, les yeux mi-clos, tapotant l'accoudoir tout en fredonnant une mélodie désaccordée. Soudain des coups retentirent à la porte. Le vieil homme ne voulait pas s'en occuper. Mais un homme portant une cithare sur le dos ouvrit directement la porte et entra. C'était Wei Yuan. Voyant qu'il venait se renseigner, le vieil homme dit avec surprise « Cela fait longtemps que personne n'est venu dans ce petit endroit. C'est rare. » Wei Yuan s'avança devant lui et sourit légèrement. « Cela ne devrait pas être le cas. Personne n'est donc venu vous rendre visite avant moi. » En disant cela, son regard s'arrêta sur un vieux sophora. Sous l'arbre se trouvait un ancien puits. Puis il regarda le visage du vieil homme et remarqua un grain de beauté noire au coin de son œil. Il se rappela soudain l'enfant agenouillé dans son rêve. Une impression de mélancolie naquit en lui, le temps avait réellement passé. Wei Yuan se présenta alors. « Je joue de la musique de style ancien. Je suis venu collecter des inspirations et j'ai pris mon instrument avec moi. » En réalité, Wei Yuan avait trouvé dans le musée une épée âne à 8 faces pour se défendre. Mais il ne pouvait pas l'emporter directement en train ou en avion. Il l'avait donc caché dans sa cithare et était venu jusqu'ici en covoiturage clandestin. Le vieil homme dit alors « Hier, quelques jeunes sont venus, mais ils ne sont pas entrés. Ils ont fait demi-tour. » Les yeux de Wei Yuan s'illuminèrent aussitôt. Zoyi et les autres étaient donc bienvenus ici. Il avait trouvé le bon endroit. Mais s'ils avaient trouvé ce lieu, pourquoi n'étaient-ils même pas entrés? Très vite, il comprit dans la cour se trouvait une tombe. L'arbre était un sophora associé au yin. Sous lui se trouvait un puits. Cela signifiait que le vieil homme était déjà mort. Zoyi et les autres n'étaient pas entrés non parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils pensaient qu'il n'était plus nécessaire d'entrer. Après avoir éclairci ses pensées, Wei Yuan dit d'une voix posée « Monsieur, j'aimerais vous demander des renseignements sur une personne. Autrefois, dans tout Jiangnan, quelle était la meilleure chanteuse d'opéra ?» Le vieil homme sembla surpris. « Comment sais-tu cela ?» Wei Yuan répondit calmement. « Et par hasard, j'ai appris certaines choses. » Ces mots semblèrent faire remonter des souvenirs. Le vieil homme eut l'air fatigué. « Très bien. Il vaut mieux que quelqu'un sache. Je pensais devoir emporter tout cela dans mon cercueil. » Cette histoire commence dans les dernières années de la dynastie Ming. À cette époque, il y avait à Jiangnan un théâtre appelé Chunxiaolu. Une année d'hiver, la mère du Chunxiaolu ramena une petite fille. Elle s'appelait Qinyang. Elle était belle et sa voix était merveilleuse. À 16 ans, lors de sa première apparition sur scène, elle surprit toute l'assemblée et devint célèbre d'un seul coup. D'innombrables dignitaires et nobles venaient écouter ses chants. Les étoffes rouges envoyées par les clients étaient attachées au bâtiment pièce après pièce comme des nuages rouges, éclatantes et animées. En temps normal, Qinyang aurait chanté jusqu'à la vingtaine. Ensuite, soit elle se serait retirée pour confier la scène à une nouvelle venue, soit elle aurait épousé un homme convenable. Mais les choses ne sont jamais aussi simples. L'année où Qinyang trouva l'homme qu'elle aimait, les pirates japonais envahirent Jiangnan. Ils voulaient le meilleur vin, les meilleurs chants et les meilleures femmes pour les accompagner. Sinon, ils massacreraient tout le monde. Qinyang était jeune, mais sa dignité était pure et forte. Elle préférait mourir plutôt que les accompagner. Pourtant, ce jour-là, plus de 30 personnes du Chunxiaolu s'agenouillèrent devant sa porte. Même la femme qui l'avait élevée la supplia amèrement. À la fin, Qinyang alla tout de même accompagner ses pirates. Au Chunxiaolu, personne ne mourut. Plus tard, les troupes Ming balayèrent ces pirates
et Jiangnian retrouva la paix. Mais les rumeurs et les accusations arrivèrent. Tout le monde sait qu'il est difficile de garder la tête haute quand on a forcé quelqu'un d'autre à se sacrifier pour soi. Alors on noircit cette personne, on se donne une supériorité morale. Ces gens dirent que Qin Yang était allé volontairement accompagner les pirates. Tout le monde l'accusa d'être une prostituée sans dignité. À la fin, Qin Yang enfila la robe de mariée qu'elle avait cousue elle-même et se jeta dans le puits. Le jour où elle s'y jeta, c'était le début de l'automne, mais le ciel fit tomber une neige immense et blanche. Même le ciel semblait juger son sort injuste. En voyant la neige tomber soudain, Wei Yuan fut stupéfait. Jiangnian venait à peine d'entrer dans le printemps. Comment la neige pouvait-elle tomber en suivant l'histoire du vieil homme? Alors Qin Yang s'est-elle suicidée dans ce puits? Wei Yuan avait enfin dévoilé l'histoire cachée derrière la fantôme rouge Qin Yang. Il pensait avoir trouvé l'endroit où elle s'était jetée dans le puits, mais il découvrit que dans le puits asséché ne reposait que l'enfant du vieil homme. Qin Yang n'était pas ici. Il continua à demander « Monsieur cet homme a-t-il trahi Qin Yang ?» Le vieil homme soupira. « Il l'a trahi et ne l'a pas trahi. Il est parti à l'armée. » Cette année-là, les étudiants soldats résistèrent aux pirates avec une grande force. Il écrivit beaucoup de lettres à Qin Yang. S'il n'est pas revenu, c'est parce qu'il est mort. Mort au combat. Si seulement le rapport de pension et ses lettres étaient arrivés 3 jours plus tôt à Jiangnian, Qin Yang n'aurait pas eu à mourir. Ye Yuan demanda immédiatement. « Puis-je voir ces lettres ?» Le vieil homme hocha la tête et sortit une boîte en bois. « Regarde, ces histoires ne doivent pas être oubliées. Même après ma mort, quelqu'un doit savoir. Je dois encore 3 prosternations à Qin Yang. Je veux lui dire pardon. À l'époque, j'ai eu peur de mourir et je n'ai pas osé parler pour elle. » Wei Yuan regarda les photos anciennes, un jeune lettré en gris et blanc, y souriait avec éclat aux côtés d'une jeune fille timide. Il comprit que cela appartenait à leur passé. C'était le dernier nœud du cœur de la fantôme féroce. Si l'on brûlait ces lettres devant elle, cela pouvait même la briser mentalement sur place. À cet instant, la voix de l'âme de l'armée de Qi retentit soudain. Seigneur, dans les mots de ces lettres, se trouve un amour ardent, l'attente d'un avenir, et l'amour de la terre sous leurs pieds. Je vous en prie, ne les détruisez pas. Wei Yuan acquiesça doucement. Il n'avait pas l'intention de brûler les lettres. Puis il regarda de nouveau le vieil homme sous le sophora. « Monsieur, je veux aller voir Chun Xiaolu. » Les yeux troubles du vieil homme observèrent ses propres mains. « Moi aussi, je voudrais y retourner. J'aimerais jeter un dernier regard au dehors. Mais la lumière du soleil est trop vive, et mon corps ne peut plus marcher. J'ai essayé plusieurs fois, je n'ai jamais pu quitter cette cour. » Wei Yuan réfléchit. Quand l'obsession ne se dissipe pas, l'âme ne se disperse pas, et reste enfermée dans un espace réduit. Mais ce qui attachait l'âme du vieil homme était-il la terre ou bien l'affaire qu'il n'arrivait pas à lâcher? Sans réfléchir davantage, Wei Yuan se retourna et dit au vieil homme de l'attendre. 10 minutes plus tard, il revint avec un parapluie noir. Il l'ouvrit et aida le vieil homme à se lever. Protégé du soleil par le parapluie noir, le vieil homme sortit enfin de la maison. Wei Yuan aperçut alors sous le sophora une silhouette floue vêtue d'habits anciens. Sur sa manche étaient brodés les mots « Maître Wei ». Elle s'inclina légèrement vers lui. La porte en bois bougea sans vent et se referma lentement, enfermant le corps du vieil homme et son histoire dans cette petite cour carrée. Pendant ce temps, dans Chun Xiaolu, un combat violent avait déjà commencé. Des talismans flottaient dans les airs et formaient une formation, mais ils étaient incapables de retenir Qin Yang. Sous sa lutte, les talismans brûlaient en cendres encore plus vite. Zhao Yi était allongé immobile. Le visage de Xuan Yi était pâle comme du papier. Zhao Yi était à demi agenouillé au sol, le visage amer. J'ai sous-estimé sa force. Ce n'est pas simplement un fantôme féroce. Elle est déjà au niveau d'un désastre. Dès leur entrée ici, ils avaient été entraînés dans une prison fantôme. Les talismans et objets rituels préparés à l'avance ne servaient presque à rien contre cette femme. Ils ne pouvaient lui causer aucune blessure réelle, ni perturber ses émotions par les mots pour créer une faille. Ils avaient tout donné jusqu'à risquer leur vie, mais n'avaient blessé qu'une fraction de son âme. Mourir ici n'était pas le plus effrayant. Mais si une fantôme aussi féroce s'échappait, les conséquences seraient inimaginables. En pensant à cela, le regard de Zhao Yi redevint déterminé. Elle mordit son doigt, passa le sang sur une épée de pêcher, et écrivit rapidement des talismans dessus. Mais à ce moment, la formation qui retenait Qin Yang se fissurait déjà morceau par morceau. En un clin d'œil, Qin Yang déchira les talismans et rugit vers Zhao Yi et les autres. Zhao Yi ne voulait pourtant pas reculer.
Xuan-Yi, couvre-moi. Même si nous devons mourir, nous ne pouvons pas laisser cette maison fantôme s'échapper. Bien que Xuan-Yi se batte de toutes ses forces pour lui faire gagner du temps, il fut vaincu en un seul échange. Zhou-Yi sortit alors un talisman doré, le serra entre ses doigts, et murmura dans son cœur. Que la voix du ciel soit claire, que la voix de la terre soit paisible, que la voix humaine se vide, que les forces du fleuve d'or se rendent vite à Penglai. Le niveau de cette fantôme dépassait déjà ce qu'elle pouvait gérer. Elle ne pouvait qu'appeler des renforts. Le talisman doré s'enflamma sans vent. Zhou-Yi le lança vers la porte. Mais à son désespoir, le talisman qui devait voler chercher du secours, revint sans raison. Elle comprit vite la cause dans cette prison fantôme, où les directions étaient renversées, les talismans de communication étaient aussi inutiles que les moyens modernes de transmission. La tentative de Zhou-Yi pour sceller la fantôme rouge Qingyang avait échoué. Même le talisman destiné à appeler des secours ne pouvait pas traverser la prison fantôme. Au moment critique, Wei Yuan entra tranquillement dans Chun Xiaolu, une cithare sur le dos et un parapluie noir à la main. Dès qu'elle le vit, les cheveux de Qingyang poussèrent sauvagement et se tournèrent vers lui. Le vieil homme reconnut aussi Qingyang et se précipita vers elle sans se soucier de rien. Zhou-Yi cria aussitôt. « Arrêtez-le, c'est trop dangereux. Il ne tient pas à sa vie. » En entendant cela, Wei Yuan comprit que Zhou-Yi n'avait pas remarqué que le vieil homme n'était plus qu'un esprit d'obsession. Il ne l'arrêta pas. Il savait que revoir Qingyang était peut-être le souhait qu'il avait retenu toute sa vie. En regardant le vieil homme avancer, Wei Yuan ne détourna pas le regard et demanda lentement « Officier Zhou, j'ai une question. Quand une personne souffre toute sa vie à cause d'une faute et que son vœu le plus profond est de mourir pour expier, devons-nous vraiment l'en empêcher ? Avons-nous le droit d'utiliser nos propres critères pour décider à sa place ? Les êtres humains peuvent-ils vraiment comprendre la douleur des autres ? » À cet instant, Qingyang poussa un cri long et strident. Ses mains pâles aux ongles noirs et longs s'avancèrent. Le vieil homme se jeta presque au sol, comme s'il offrait sa poitrine. Dans un bruit sourd, les deux mains de la fantôme transpercèrent sans hésiter la poitrine du vieil homme. Mais son âme ne montra aucune douleur. Au contraire, son visage exprima enfin le soulagement. Il plia les genoux, frappa lourdement son front contre le sol et sanglota. « Xingyang Xiaoshiwu vient se prosterner devant vous. Pardon, pardon. Je vous ai trahi. Je vous ai fait du tort. » Wei Yuan soupira silencieusement. Laissons-le d'abord dénouer son nœud de cœur. Zhou-Yi resta figé puis comprit quelque chose. Une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. C'était peut-être le nœud de cette fantôme. Si elle était morte injustement après avoir été accusée et incomprise, alors les excuses sincères de quelqu'un qui l'avait accusée autrefois, surtout s'il mourait de sa main, pouvaient alléger ses émotions extrêmes. Ce serait une bonne occasion. Mais la fantôme Qingyang ne changea pas le moins du monde. Son ressentiment et sa force semblèrent même devenir plus lourds. Cela signifiait que les excuses du vieil homme ne l'avaient pas ébranlé, ou que son ancienne personne n'accordait aucune importance à cela. Le vieil homme se prosterna encore 3 fois. Son visage ridé était couvert de larmes, mais il souriait de soulagement. Les cheveux de Qingyang transpercèrent également son âme. Enfin, il sortit en tremblant un bonbon et le tendit lentement devant elle. Dans ces derniers instants, il revit l'année où Qingyang lui avait souri, en lui offrant un bonbon. Il revit la robe rouge qui se jetait dans le puits. Puis dans la dernière image, il ne resta plus qu'une neige immense et blanche. Son nœud se dénoua et son âme se dispersa. Wei Yuan, qui avait tout observé en silence, bougea enfin. « C'est à mon tour. Bon voyage, monsieur Jiang. » Zhou-Yi comprit alors. Donc le nœud que vous vouliez dénouer n'était pas celui de la fantôme, mais celui du vieil homme. Maintenant son ressentiment est encore plus profond. Que devons-nous faire ? Wei Yuan répondit pas. Il écrasa les planches sous ses pieds et envoya d'un coup de pied un morceau de bois voler vers Qingyang. À présent, il n'y avait plus qu'un combat pour survivre. L'âme de l'armée de Qi, commandée par Wei Yuan, apparut rapidement pour l'aider. Wei Yuan ouvrit la boîte de la cithare et dégaina l'épée Han à 8 faces. Les cheveux noirs se jetèrent sur lui. Son poignet bougea, l'épée se leva de bas en haut, déviant l'attaque. L'âme guerrière de l'armée de Qi, voyant la situation dangereuse, lui conseilla de prendre aussi l'épée brisée comme une dague, afin de combler les failles de son escrime. Wei Yuan saisissait donc l'épée en revers et frappa horizontalement. Le fragment d'épée enveloppé d'énergie yin pouvait infliger davantage de dégâts à la fantôme. Zhou-Yi et Xuan-Yi debout, ensemble, regardaient la collision entre l'épéiste et les cheveux noirs. De la sueur perla sur leur front. Les mouvements de Wei Yuan étaient simples et directs, même rudimentaires, mais chaque coup débordait d'intentions meurtrières.
C'était une escrime de champ de bataille réellement forgée par la guerre. Mais Zhou comprenait que ce type de technique restait au niveau des arts martiaux humains. Même une technique spécialement conçue pour tuer des ennemis n'avait pas l'avantage face aux démons et aux fantômes. Si le combat s'éternisait, Wei Yuan mourrait sans doute. Wei Yuan cependant continuait d'avancer. Il ne faisait que repousser les attaques des cheveux fantomatiques et réduire la distance avec Qin Yang. Il ne cherchait même pas à tuer. Dans le vide, des mèches de cheveux noirs se changèrent en longues lances et poignardèrent Wei Yuan. Mais son visage ne montrait aucune peur. Il n'esquiva même pas. Il laissa les cheveux le transpercer. Pour la première fois, Wei Yuan engageait un combat mortel contre une maison fantôme, mais son seul but était d'approcher la fantôme elle-même. Très vite, il pénétra dans un rayon de 3 mètres autour d'elle. Les cheveux noirs le menaçaient en comme des lances alignées. Il dit alors calmement « Fu Pengyi ne t'a pas abandonné ». En un instant, les cheveux noirs aussi tranchants que des lances s'arrêtèrent devant ses yeux. Puis ils devinrent soudain mous. Wei Yuan sortit de sa sacoche une épaisse pile de lettres. Fu Pengyi, originaire de Jiangnan, s'est engagé la 17e année de l'empereur Wu pour défendre Shenzhou. Il est mort héroïquement. Voici une partie de ses reliques. Les lettres et l'avis de pension indiquaient qu'elle devait être remise à son épouse, Wan Qinyang. C'était Les lettres s'envolèrent comme des flocons de neige. L'une d'elles, tachée de rouge, tomba devant Qinyang. Elle s'arrêta aussitôt. Cette lettre était intitulée « À Qinyang, mon épouse ». Fu Pengyi y écrivait qu'il aimait les livres, les fleurs, le bon vin et les belles personnes, mais que rien n'égalait son cœur pour elle. Et que même cet amour n'était pas supérieur à son amour pour le pays. Maintenant que Shenzhou traversait une grande épreuve, il devait partir défendre la patrie. S'il revenait vivant, il l'écouterait chanter à Jiangnan, et ne se séparerait plus jamais d'elle. S'il n'avait pas la chance de revenir partout, où elle chanterait sur la terre de Shenzhou, il l'entendrait. Il serait alors avec la patrie, et entre eux il n'y aurait jamais de séparation dans la vie, seulement une séparation par la mort. Qin Yang, tenant les lettres, pleura jusqu'à devenir un être de larmes. Sa force féroce et son ressentiment se dissipèrent lentement avec ses pleurs. Wei Yuan leva la tête vers la brume qui flottait autour d'elle, et soupira. Les hommes parcourent 1000 montagnes et 1000 rivières, portent 1000 mots et 1000 expériences. Mais qui a déjà entendu une fantôme féroce verser des larmes? Le ressentiment de Wan Qinyang disparut complètement avec ses larmes. Elle portait encore sa robe rouge brodée et ses chaussures au dessin doré. Son visage paisible avait toujours l'apparence d'une jeune fille de 18 ou 19 ans. Ses cheveux noirs tombaient jusqu'à sa taille et ses yeux légèrement gonflés étaient encore rouges. Mais sous ses mollets, son corps devenait un peu transparent, donnant une sensation étrange. Zhou n'est ce que dire. Cela dépassait toute son expérience. Avant de partir, Wan Qinyang se prosterna profondément devant Wei Yuan. « Merci, jeune seigneur. » Wei Yuan secoua la tête. « Mademoiselle Wan, êtes-vous réveillée ?» Elle baissa toujours la tête et répondit doucement. « Grâce à votre bénédiction, oui. » Wei Yuan se tout un instant rangea son épée à 8 faces et demanda. « Alors avez-vous encore un souhait ?» En entendant cela, la jeune fille qui semblait venir d'il y a plus de 100 ans fut légèrement surprise. Elle voulait dire qu'elle n'avait plus aucun souhait. Mais en serrant les lettres qu'elle n'avait jamais reçues, en pensant aux mots écrits dessus, elle répondit comme poussée par un esprit, « Je voudrais voir cette époque, est-ce possible ?» Xuan Yi changea aussitôt de visage et se dressa devant elle. « Impossible, ne rêve pas. Nous ne savons même pas si elle est vraiment stable. » À la seconde suivante, le pommeau de l'épée Han frappa sans force excessive la lame dans la main de Xuan Yi. Son épée fut projetée. Le pommeau continua sa course et heurta son abdomen. Xuan Yi étouffa un grognement, ravala ses paroles et dut reculer. Mais il n'abandonna pas. Tu ne sais pas à quel point un fantôme féroce est instable. Si cette femme se déchaîne dehors, les victimes pourraient dépasser plusieurs centaines. Wei Yuan prit simplement le parapluie noir. J'ai ma décision. Je te dois des excuses pour aujourd'hui. Je te les rendrai un autre jour. Puis il ouvrit le parapluie pour Qinyang. Puisque votre souhait n'est pas terminé, je vous accompagnerai pour revoir la ville de Jiangnan. Vêtue de rouge, Wan Qinyang regarda les murs couverts de mousse des anciens bâtiments. Elle ne s'attendait pas à ce que l'endroit ressemble encore à ce qu'il était autrefois. En avançant, elle arriva devant une vieille maison fermée depuis longtemps. On pouvait voir que c'était autrefois une boutique Jixiangfang, où Qinyang aimait le plus acheter du phare. Au loin, la ville moderne était pleine de circulation et d'animation. Pourtant, Wan Qinyang s'arrêta au milieu de la pluie fine de Jiangnan et n'avança plus. Je pensais regarder le nouveau Jiangnan à la place de Pengyi.
Mais partout où mes yeux se posent, je ne vois que les paysages d'autrefois. Je vous fais rire, jeune seigneur. Puisque plus personne n'utilise de phare, alors les airs que je chantais ne doivent plus être chantés, ni écoutés non plus. Ayant tenait le parapluie et regarda la ville moderne. Les opéras existent encore, les styles de chant sont même aimés par davantage de jeunes. Sur cette terre ancienne, il y a beaucoup de choses nouvelles. Mais les choses anciennes n'ont pas été oubliées, elles continuent de pousser. Shenzhou a toujours eu la grandeur d'absorber et de transmettre. Quant aux personnes qui méritent d'être gravées dans la mémoire, nous ne les oublierons jamais. Regardez, mademoiselle Wan, les noms de ceux de Jiangnan qui sont morts pour le pays sont tous écrits là. Après d'innombrables épreuves, Wei Yuan avait enfin résolu cette catastrophe de maison fantôme. Il obtint ainsi son deuxième pouvoir en tant que tigre couché. Il venait d'amener Qinyang au cimetière des martyrs. Sur les stèles étaient gravés des noms innombrables. Wan Qinyang les compta un par un puis aperçut enfin le nom familier. Elle pleura et rit à la fois, se pencha et caressa la pierre, même si ses doigts ne pouvaient plus sentir la chaleur de la personne aimée. Après un long moment, Wei Yuan demanda doucement. « Mademoiselle Wan, y a-t-il encore un endroit où vous voulez aller ?» Wang Qinyang se retourna. Ses yeux étaient rouges. Elle essuya le coin de ses yeux et répondit doucement. « non !» À cet instant, la plaque du tigre couché vibra légèrement. Des lignes de caractères apparurent dans la conscience de Wei Yuan. Le fantôme féroce s'est dissipé. Le Sili Xiaowei obtient des mérites. Transformation de Qinyang ouverte. Pouvoir fondamental du Sili Xiaowei débloqué, attachement spirituel et transformation. Registre des forces étranges des dieux chaotiques et des arts martiaux divins du Sili Xiaowei ouvert. En même temps, Zhou Yi et Xuan Yi sortirent enfin de la prison fantôme et retrouvèrent Wei Yuan et Qinyang. Xuan Yi voulut dégainer et se précipiter, mais Zhou Yi le retint de force. Ce mouvement attira le regard de Qinyang. Elle se tourna vers Wei Yuan. « Jeune seigneur, vous avez encore quelque chose à me dire, n'est-ce pas? Est-ce parce que je vous ai autrefois attaqué ?» Wei Yuan retira la boîte de sitar de son dos et en sortit l'épée. « Tu as tué, n'est-ce pas, des innocents ?» Il leva légèrement la tête. Dans son esprit revint le cri désespéré qu'il avait entendu près du quartier Fushun, celui d'une mère qui avait tout perdu. Ses 5 doigts se refermèrent sur la poignée. L'épée Han sortit du fourreau dans un son clair. Il versa de l'eau talismanique sur la lame, puis passa son doigt sur le tranchant. Du sang coula et laissa une trace dorée sur l'acier. Porter l'esprit et guider l'énergie permet de blesser les démons et les fantômes. Wei Yuan ferma fortement les yeux. Les souffrances de Qinyang, son désespoir, la cruauté des hommes, les raisons qu'il avait changé en fantôme et le hurlement de la mère du quartier Fushun se mélangèrent dans son cœur. Peut-être que c'était cela la vie réelle. Qu'il soit tigre couché ou chevalier, il y avait parfois des choses qu'on ne pouvait pas changer. Dans la plaque retentit un rugissement grave de tigre. Wei Yuan refoula ses émotions complexes, ouvrit les yeux et dit à voix basse. « Celui qui tue doit payer de sa vie. Moi, Wei Yuan Sili Xiaowei de la Grande Han prononce ce jugement. » Wang Qinyang regarda l'épée dans sa main. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. « Ainsi donc, mais je ne me laisserai pas lier sans combattre. » Dès que ces mots tombèrent, ses cheveux noirs poussèrent de nouveau. Une eau froide les imprégna. Ses doigts se plièrent légèrement, ses ongles devinrent longs, noirs et tranchants. Sa robe rouge devint plus démoniaque, marquée de taches noires, laissant paraître des os brisés. Zhou Yi et Xuan Yi changèrent aussitôt de visage. Ils n'entendaient pas clairement les paroles de Wei Yuan et de Qinyang, mais ils comprenaient cette transformation. Dans la prison fantôme, le vent yin devint brutal. Même avec la plaque en main, Wei Yuan eut du mal à avancer. Qinyang était redevenu un fantôme féroce. Qui vivra et qui mourra, essayons d'abord. Elle se jeta alors sur Wei Yuan. L'expérience de vie et de mort transmise par l'âme de l'armée de Qi fit lever son épée instinctivement pour parer. Mais la force de Qinyang était trop grande. Wei Yuan ne pouvait pas se libérer. Qinyang saisit soudain la lame couverte du sang du tigre couché. Sans hésitation, elle laissa l'épée transpercer son propre cœur. Wei Yuan fut profondément choqué. Pourquoi? Le visage de Wan Qinyang redevint pâle. Elle sourit faiblement. Vous êtes bon jeune seigneur. Vous avez encore accompagné Qinyang jusqu'ici. Si je ne faisais pas cela, vous n'auriez peut-être pas réussi à porter le coup. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous avez dit vouloir écouter un chant de Qinyang. Avez-vous encore ce loisir maintenant? Je voudrais chanter encore une fois. Wei Yuan hocha légèrement la tête, puis regarda la cithare ancienne sur le côté. Très bien. Je vous accompagnerai à la cithare. Le vent et la grâce d'autrefois avaient tous été battus par la pluie et emportés par le vent. Dans les pavillons délabrés, les bassins étaient desséchés. Les beautés et les mécènes d'autrefois avaient tout disparu. Les boutiques de phare n'avaient plus de clients.
Au loin des immeubles modernes, s'élevait un prospère comme un rêve. Mais quand la jeune fille leva la main, fit onduler ses manches d'eau et chanta d'une voix douce, c'était encore le Jiangnan d'autrefois. À la fin du chant, Wei Yuan arrêta ses doigts, puis dit lentement « Monsieur Jiang a toujours gardé des regrets dans son cœur. » Wang Qingyang baissa les yeux et répondit doucement « Les choses mentacées sont déjà passées. À quoi bon les rappeler? Et puis je ne veux pas leur pardonner. Jeune seigneur, séparons-nous ici. » Même si Qingyang avait disparu, la paire de chaussures brodées rouges, l'un des fondements de son existence en tant que fantôme, restait encore. L'énergie féroce s'était dissipée, mais ce n'était toujours pas un objet ordinaire. Elle pouvait attirer des âmes solitaires qui viendraient s'y loger et l'utiliser. Wei Yuan trouva une boîte en bois, y rangea les chaussures et les lettres. Zoe et Xuan Yi arrivèrent enfin. « Tu vas bien? Où est Wang Qingyang? Et cette posture assise dans les airs avec la cithare, comment as-tu fait ?» Wei Yuan ne répondit pas. Il afficha seulement un sourire mystérieux puis se leva pour partir. Zoe cria instinctivement. « Qui es-tu exactement ?» Wei Yuan ne se retourna pas. Qingyang est retourné au ciel et à la terre. Moi je ne suis qu'un simple gardien de musée. Si vous avez le temps, venez visiter. Le chef de l'unité spéciale se rendit personnellement au musée et offrit une épée contemporaine de grande qualité, uniquement pour tenter de convaincre cet homme de rejoindre l'organisation et de protéger le peuple. Peu avant, Wei Yuan avait rangé les chaussures rouges, fondement de l'existence de la fantôme, puis avait poussé la porte et marché sur la route de dalle. À ce moment, une guide touristique conduisait un groupe de visiteurs et présentait à haute voix. Ici, c'est l'une des rues anciennes les mieux conservées de Jiangnan. Autrefois, il y avait ici beaucoup d'échoppes. Regardez ici, c'est Jixiangfang, une grande boutique de fardes célèbre à Jiangnan dans le passé. Les femmes espéraient toutes utiliser son phare. Plus loin, c'est le Chungxiaoyuan, l'un des deux grands théâtres de Jiangnan sous les Ming, aussi appelé Chunxiaolu. Il devrait bientôt être ouvert au public. Quand ce sera le cas, on pourra y boire du thé, et des troupes de théâtre chanteront sur scène, pour faire revivre l'ambiance de l'ancienne dynastie Ming. Wei Yuan passa à côté des touristes. Dans les tours et pavillons de Jiangnan sous la pluie, combien d'histoires élégantes restaient-elles encore en mémoire? Peut-être valait-il mieux ne pas s'en souvenir. Pendant ce temps, un randonneur nommé Fang Sheng fut surpris par une forte pluie. Dans la précipitation, il trouva une cabane de garde forestier pour s'abriter. À sa surprise, la cabane était encore éclairée. Il est si tard et quelqu'un ne dort toujours pas. Il voulut aller parler à la jeune femme à l'intérieur. La fenêtre n'était pas fermée. Elle était assise devant un miroir et se maquillait. Fang Sheng ne la dérangea pas, attendant simplement. Mais à cet instant, le vêtement sur l'épaule de la jeune femme glissa soudain. Sous le tissu, il n'y avait que des os. Elle se tourna vers Fang Sheng et soupira avec une joie incontrôlable. Quelle belle peau! Quelques jours plus tard, Wei Yuan posa une boîte en bois sur un présentoir du musée. Les chaussures souples rouges, à dessins dorés laissées par Wang Qingyang, avaient perdu leur énergie féroce d'origine. Elles n'étaient plus qu'une paire de chaussures possédant des propriétés surnaturelles. Parce que Wei Yuan était le tigre couché de cette région, il semblait porter quelque chose en lui. Grâce à cela, les chaussures pouvaient se mêler aux effets de son pouvoir de commandement des fantômes et exercer une certaine suppression sur les forces étranges et les esprits chaotiques. Il laissa tomber une goutte de sang sur le verrou de la boîte comme pour y apposer un seau. Puis il ouvrit son téléphone. Il contenait un enregistrement audio, le dernier chant de Wang Qingyang. Il l'avait enregistré et même mis en ligne où il reçut les éloges unanimes des internautes. À ce moment, une tante tourna plusieurs fois autour du musée avant de s'approcher et de murmurer. « Jeune homme, tu vis ici. » Wei Yuan retira vite ses écouteurs et hocha la tête. « Oui, madame, vous avez besoin de quelque chose. » La tante leva les yeux vers ce musée rouvert et hésita longtemps. « Cette maison, elle n'est pas très propre. Écoute, le conseil d'une vieille dame ne vit pas ici. » Wei Yuan la remercia et sourit. « Merci, madame. Mais nous vivons dans une société moderne qui respecte la science. Où y aurait-il des fantômes ou des monstres? Et puis je suis jeune, mon énergie yang est forte. Je n'ai pas peur de ces choses. » La tante ne dit rien de plus et partit. À cet instant, la plaque du tigre couché vibra soudain violemment. Wei Yuan pria presque intérieurement. « Je viens juste de rentrer de Jiangnan. Laisse-moi au moins souffler un peu. » Au loin, le rugissement d'un moteur retentit comme celui d'une bête géante. Une moto s'arrêta devant le musée sous les yeux de tous. Une femme vêtue de cuir descendit de la moto, retira son casque et révéla des cheveux courts, nets et élégants, avec une silhouette harmonieuse. Elle posa négligemment le casque sur la moto. Wei Yuan ouvrit les yeux en entendant le son. En voyant cette femme qui aurait dû être une taoïste, il se leva et sortit l'accueillir. Joey sourit et hocha la tête. Puis elle sortit du côté de la moto une longue boîte en bois de 3 pieds et la tendit à Wei Yuan.
J'ai vu ton épée. Elle ne peut plus servir. Ceci est un remerciement. Wei Yuan ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait toujours une épée Han à 8 faces avec son fourreau. Elle était lourde et fine au toucher. Même sans commander l'âme guerrière, il pouvait sentir sa qualité. C'était une bonne épée. Voyant qu'il l'aimait, Zhou Yi sourit légèrement. Elle avait été forgée l'an dernier par la lignée de Longquan. Le savoir-faire et le centre de gravité sont comparables aux armes des anciens généraux. On la voit rarement sur le marché. L'unité spéciale en possédait justement une, alors je l'ai échangée. Considère cela comme le remerciement pour nous avoir sauvés. C'était Simo. Wei Yuan se calma rapidement. Officier Zhou, vous n'êtes sans doute pas venu seulement pour ça. Zhou Yi le regarda franchement. J'espère que le directeur Wei pourra nous rejoindre. Une maison hantée de peau peinte était allée de son propre chef au commissariat et avait même jeté son dévolu sur un membre de l'unité spéciale. Peu auparavant, Zhou Yi avait offert à Wei Yuan une épée Han à 8 faces pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Puis elle lui avait demandé de rejoindre l'unité spéciale. Wei Yuan s'y attendait déjà un peu mais demanda encore « Pourquoi ?» Zhou Yi ne perdit pas de temps. « Directeur Wei, vous n'êtes pas une personne ordinaire. Parlons simplement. Il y a plus de 100 ans, l'énergie spirituelle silencieuse depuis presque 1000 ans a commencé à revenir. Au début, ce sont les écoles taoïstes et bouddhistes qui ont découvert que leur méthode de cultivation recommençait à produire des effets. Les incantations conservées dans les sectes ont aussi retrouvé leur mystère. À cette époque, de nombreux courants voulurent s'attacher à la cour Ming. Mais avec la possibilité de cultiver d'autres anomalies, commencèrent aussi à apparaître en d'autres termes tous les événements mystérieux consignés dans les dossiers. Les gens de ce temps connaissaient très peu les démons et les fantômes. Au début, cela causa de nombreux troubles et morts. Pour réduire autant que possible l'impact sur la vie des civils ordinaires, une branche des Jinyi Wei fut chargée de réprimer ces monstres. Plus tard, après la révolte des esprits et des fantômes, et pour diverses raisons, la dynastie Ming changea de nom pour devenir Huaxia. Les Jinyi Wei furent dissous, mais cette branche resta, c'est l'ancêtre de l'unité spéciale. Jusqu'ici, nous pouvions encore contenir les événements étranges. Mais maintenant, la vitesse du retour de l'énergie spirituelle s'accélère soudainement. Les démons et monstres apparaissent de plus en plus souvent. Directeur Wei, vous êtes fort. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour éliminer les démons et protéger les gens. Wei Yuan cite le point clé. Que sont les Jinyi Wei? Zhou Yi expliqua patiemment. Notre lignée absorbe des disciples des écoles taoïstes et bouddhistes pour surveiller le monde et exterminer les démons. Sous les Ming, nous étions les Jinyi Wei. Sous les Song, le Huangchengxi. Sous les Tang, les Buliangren. Sous les Sui, le Silitai. Et en remontant plus haut encore, il y a 2000 ans, sous les Han, cela commence avec les officiers du Tigre couché. Tant qu'il y aura des forces étranges des dieux chaotiques et des fantômes, il y aura des gens comme nous. Bien sûr, nous n'avons plus l'autorité immense des anciens Jinyi Wei. Après avoir compris, Wei Yuan prit l'épée à côté de lui et la tendit en retour. Merci à l'officier Zhou d'avoir fait ce trajet. Malheureusement, je ne suis qu'un simple gardien de musée. Rejoindre l'unité spéciale, je pense que je vais passer mon tour. Voyant son refus, Zhou Yi resta un instant sans voix. Les cadres de l'unité spéciale qui observaient la scène furent aussi stupéfaits. Le maître céleste et les anciens eurent le visage sombre. Nous avons été refusés. Comment un cultivateur peut-il refuser l'invitation de l'unité spéciale? Petite Zhou coupe ce gamin. Après un moment de déception, Zhou Yi retrouva son énergie. Puisque c'est votre décision, je ne peux que l'accepter. Je ne pensais vraiment pas que vous refuseriez. Quant à cette épée, c'est le remerciement pour nous avoir sauvés. Cela n'a rien à voir avec l'invitation. Gardez-la. Wei Yuan ne refusa pas sa bonne intention. J'aime peut-être davantage une vie paisible et ordinaire. Courir dans toute Shenzhou pour combattre les démons, ce genre de vie ne me convient pas. Zhou Yi sortit alors un document et le lui remit. Voici une autorisation d'utilisation d'armes froides. Selon les règles, les personnes qui ont rendu un grand service en repoussant un désastre de type roi fantôme peuvent demander ce certificat. Tout est entièrement légal et conforme. Avec votre force, ce serait dommage de rencontrer un démon et de ne pas pouvoir dégainer à cause des règles du monde ordinaire. Bien sûr, si vous en abusez pour faire le mal, la peine sera plus lourde que pour une personne normale. Et voici mon numéro. Si vous rencontrez des problèmes, appelez-moi. Après avoir dit cela, Zhou Yi se retourna et repartit. Le moteur de la moto rugit et la vitesse monta brusquement. La scène changea. Dans le bureau de l'unité spéciale au commissariat, Zhou Yi s'adressa franchement aux deux personnes devant elle.
Bonjour, je suis Zhou Yi, responsable de cette affaire. Pouvez-vous vous présenter et expliquer ce qui s'est passé? L'un d'eux, un homme portant des lunettes et ayant l'air un peu raide, parla le premier. Je m'appelle Wu Shan. Cette randonnée en montagne, c'est moi qui l'ai organisée. Posio Sui, ici, Imimi. L'autre homme à la peau délicate regardait sans bouger le visage de Zoe. Elle fronça aussitôt les sourcils. Et vous, monsieur? L'homme reprit ses esprits, remarquant son propre regard, et détourna vite les yeux. Pardon, officier, j'étais un peu distrait. Votre peau est vraiment belle. Au fait, je m'appelle Fang Cheng. Cheng comme réussite, même si je n'ai rien réussi. Sam, Shimu Simi Segima. Un esclave de peau peinte s'était glissé dans la ville animée pour chercher une nouvelle enveloppe de peau. Mais il fut par hasard découvert par Wei Yuan et un combat violent éclata. Après avoir refusé l'invitation de Joey, Wei Yuan se rendit dans un marché de quartier pour acheter de la nourriture. Par hasard, un homme passa et heurta son épaule. À cet instant, la plaque du tigre couché se mit à vibrer, signe qu'une chose mauvaise était tout près. Wei Yuan leva les yeux vers l'homme qui venait de le bousculer. Il avait un visage ordinaire, mais sa peau était trop fine, trop propre, presque comme une enveloppe collée sur quelque chose qui ne lui appartenait pas. L'homme sourit comme si de rien n'était, mais son regard glissa sur Wei Yuan avec une avidité dissimulée. Wei Yuan se souvint alors des informations reçues par l'unité spéciale Fang Sheng. Le survivant de l'affaire de montagne avait remarqué la peau de Zhou Yi avec un intérêt anormal, et maintenant ce même genre de regard apparaissait devant lui. Il ne recula pas. Sa main se posa sur la poignée de l'épée Han que Zhou Yi lui avait offerte. Au même moment, l'homme devant lui sembla comprendre que Wei Yuan l'avait reconnu. Son sourire se fissura. La peau de son visage ondula légèrement comme une fine couche de papier humide. Dans la foule du marché, personne ne comprenait ce qui était en train de se produire. L'homme fit un pas, puis sa silhouette se tordit. Sous la peau humaine apparurent des os, des tendons et une ombre sale. Il voulait fuir, mais Wei Yuan avait déjà dégainé. Le rugissement du tigre couché vibra dans son sang. Wei Yuan utilisa l'expérience de l'âme de l'armée de Qi, avança d'un pas et frappa avec l'épée. Le monstre de peau peinte poussa un cri aigu. Il tenta de retirer sa peau pour changer d'apparence, mais l'épée renforcée par le sang et l'énergie du tigre couché coupa directement la couche maléfique. La chose se débattit, essayant de se transformer en une masse d'os et de peau pour se glisser entre les stands. Wei Yuan ne lui laissa aucune chance. Il frappa de nouveau net et brutal, puis planta la lame au centre de l'enveloppe. Le monstre s'effondra. Ce qui restait au sol ressemblait à une peau humaine vide, froissée, sans chair véritable. Quand Zhou Yi arriva, elle reconnut aussitôt le lien avec l'affaire de la randonnée. Fang Sheng, qui avait été interrogé comme survivant, n'était peut-être plus vraiment Fang Sheng depuis longtemps. Et Wu Shan, l'autre survivant, devenait immédiatement suspect. L'unité spéciale examina les images de surveillance. Sur les vidéos, Wu Shan marchait comme un homme ordinaire. Mais dans certains angles, son corps semblait se décaler. À un moment, il retira presque une couche de peau de son visage, révélant sous l'apparence humaine une structure d'os et de vide. Ce n'était pas un simple esclave de peau peinte. Tout semblait lié à une entité plus ancienne, à une affaire de peau peinte plus profonde. La montagne où les randonneurs avaient disparu apparaissait et disparaissait dans les témoignages. Plus de 30 personnes avaient déjà été portées disparues dans les environs. Si un tel monstre pouvait fabriquer des esclaves et changer d'apparence dans une ville moderne de plusieurs millions d'habitants, les conséquences seraient effroyables. Joey confia donc à Wei Yuan un équipement temporaire de l'unité spéciale, une oreillette, une carte d'identité provisoire, des médicaments de Longshan et plusieurs objets talismaniques. Les photos de la montagne furent également envoyées. Sur l'une d'elles, la silhouette du relief ressemblait étrangement à un tigre endormi. Dans un rayon de 70, l'île énergie spirituelle y était beaucoup plus dense que dans les environs. De retour au musée, Wei Yuan nourrit les esprits errants et compara la photo de la montagne avec les rouleaux et dossiers apparus dans la plaque du tigre couché. Très vite, un dossier se forma devant lui. Il était question d'un ancien temple du seigneur de la montagne, avec un dieu principal, des officiers, des servantes, portant des lanternes et divers esprits attachés à son culte. Le texte expliquait que le seigneur de la montagne Shanjun avait été consacré sous l'empereur Wu de Han durant l'ère Jianyuan. Plus tard, il avait consommé des pierres de sang et avait sombré dans le mal. Les officiers Si Li et Zhang Daoling avaient alors brisé son temple et scellé son influence. La plaque du tigre couché, affaiblie depuis longtemps, attirait désormais les démons à cause de son aura. Un petit fantôme vint espionner le musée. Wei Yuan le captura et l'interrogea.
Il avait été attiré par l'aura du tigre couché parce qu'il la haïssait. Il avait déjà nui à des vivants en volant leur énergie yang et allait bientôt devenir un fantôme féroce. Wei Yuan n'hésita pas à le détruire. Grâce aux mérites obtenus, il ouvrit enfin le trésor de la Grand Han. Dans ce trésor se trouvaient des objets perdus des classiques anciens et des armes spirituelles. Il y avait les épées mâles et femelles dragon-tigre du maître céleste, des trésors bouddhiques, des rouleaux associés à Laozi, des classiques liés à Zhang Jiao, des textes oubliés, et même des traces de grands voyageurs et moines tels que Xuanzang. Tout semblait chargé d'une amoa, histoire immense. Mais Wei Yuan avait trop peu de mérite. Il ne pouvait choisir que des objets de bas niveau, quelques talismans, des fragments d'art de l'épée et des dossiers sur les monstres. Il ouvrit donc les archives relatives aux peaux peintes et à Shanjun. Il utilisa aussi une technique appelée « image conservée de Yuelu » qui permettait de revivre une mémoire ancienne comme une illusion. Son esprit entra dans une scène du passé. C'était une époque ancienne où un officier Si Li enquêtait sur une affaire étrange. Une femme de la famille Li était jalouse d'une jeune fille de la famille Tianbel et aimée. Après avoir reçu de la nourriture, elle brûla une figurine et libéra une chose à visage bleu. Peu après, elle mourut. Le 7e jour après sa mort, un événement étrange se produisit. La femme Li sembla se réveiller dans le corps de la jeune fille Tian, tandis que la vraie Tian fut piégée dans le corps laid et malade de la femme Li. La vraie Tian supplia les autorités et ses parents, mais personne ne la crut. Ses parents ne reconnurent que l'apparence de leur fille, pas l'âme à l'intérieur. Elle fut donc obligée de vivre avec le mari paresseux de la femme Li. Elle subit les humiliations, donna naissance à 2 filles, fut battue encore et encore, puis finalement battue à mort et jetée dehors. Quand Tian s'éveilla de nouveau, elle n'était plus qu'un squelette. Un homme vêtu de blanc appelé Monsieur Wang apparut et lui demanda si elle voulait se venger. Tian tua alors la fausse Tian, c'est-à-dire la femme Li, qui lui avait volé la peau et l'identité. Elle revêtit cette peau et retourna auprès de ses parents. L'ancien officier Si Li jugea l'affaire. Il constata que Tian n'avait tué que ceux qui l'avaient réellement blessé. Par compassion pour son amour filial et la douleur qu'elle avait subie, il ne l'extermina pas immédiatement. Il la scella puis partit. Mais des années plus tard, lorsqu'il revint, il découvrit son erreur. Tout le manoir de la famille Liu était devenu un monde de peau humaine. Tian, devenue une femme d'os, réparait son visage avec la peau de jeune fille. Des enfants demandaient les os, le cœur ou le foie de leur père. Les vivants avaient été changés en objets. L'ancien Si Li comprit alors sa faute. Quand un être humain devient démon, même s'il a une rancune légitime, il doit être détruit. Sinon son ressentiment finit par avaler davantage d'innocents. L'illusion se transforma soudain en combat. Wei Yuan y fut entraîné de force. Il dut affronter 2 peaux peintes et une centaine d'esclaves. Il utilisa le sang yang de l'officier Si Li pour les repousser. Des pointes d'os le transpercèrent. Il comprit alors que l'ennemi n'était pas seulement une peau peinte, mais une femme d'os. Quand Wei Yuan revint à la réalité, il avait appris ses méthodes et ses dangers. Il dépensa 2 mérites pour acquérir un talisman de poursuite de Longushan, capable de suivre une cible sur 1000 lits, même si à son niveau, il ne pouvait couvrir qu'une dizaine de lits. Il obtint aussi la formule de l'épée de Xuan Yuan, un art d'entrée lié aux épées mâles et femelles dragon-tigre, ainsi qu'une technique de double épée. Il s'entraîna intensément. Ensuite, il utilisa l'âme de la peintre du musée pour dessiner le visage de Tian. La police chercha alors dans la ville toutes les personnes ressemblant à ce portrait. Le noyé plaisanta en demandant si cette femme était l'amante de Wei Yuan. Wei Yuan l'ignora. Sur Internet, il remarqua un homme portant le nom de famille Zhang en train de faire une diffusion en direct. L'homme mangeait de la viande avec une voracité étrange, presque animale. Même les esprits du musée se sentirent affamés en le regardant. Dans cette vidéo, un mot semblait se transmettre comme une malédiction. Faim. Wei Yuan demanda à Joey de préparer des matériaux de talisman. Il dessina 5 talismans de poursuite au prix d'une grande fatigue. En observant la direction de la montagne de Shanjun, il vit une énergie noire et maléfique monter depuis le sud. Il reçut ensuite des talismans et des médicaments de l'unité spéciale. Avant de partir, il regarda la boîte contenant les chaussures rouges et demanda doucement si elles voulaient écouter de la musique. Puis il demanda leur aide. Il envoya une photo des chaussures rouges à toutes les personnes ressemblant à Tian. Les chaussures pouvaient entrer dans les rêves et percevoir les regards malveillants. Elles serviraient donc d'appât pour attirer la peau peinte. Une journaliste nommée Shen Wenlei enquêtait sur une affaire de disparition vieille de 5 ans. Tard dans la nuit, elle devint une cible.
Un visage s'approcha d'elle et murmura qu'elle ressemblait beaucoup à cette chose. Les chaussures rouges se mirent à danser. Wei Yuan arriva avec un talisman et prononça des règles étranges concernant la nuit, ne pas regarder en arrière, ne pas répondre aux voix inconnues, ne pas suivre les pas qui ne sont pas les siens. Tian prit alors Wei Yuan pour cible. Zhou Yi vida son chargeur pour couvrir l'action. Wei Yuan utilisa l'épée de Xuanyuan, l'aide du tigre couché et les talismans. Tian perdit une peau endommagée et s'enfuit grâce à une méthode liée à Shanjun. La poursuite commença. Ils montèrent à moto. Sur la route, Wei Yuan vit des policiers ordinaires protéger les civils malgré l'incompréhension et le danger. Grâce au troisième talisman de poursuite, ils retrouvèrent Tian. Elle affrontait un jeune homme de Longushan. Wei Yuan et le jeune homme combattirent ensemble. Tian supplia les taoïstes de l'épargner. Elle promit d'aider à tuer le seigneur tigre et d'expier ses fautes. Zhou Yi et Xuan Yi furent un instant tentés après tout un monstre ancien pouvait fournir des informations précieuses. Mais Wei Yuan dit calmement. Il y a 1000 ans, quelqu'un l'a déjà épargné. Et elle a transformé toute une ville, tout un manoir en peau humaine. Tian crut alors que Wei Yuan était l'ancien officier Sili revenu. Il écrivit un talisman de sang sur la lame et la tua. Au moment où elle disparut, il vit son ressentiment. Il ne put pas réciter de prière de renaissance. Zhou Yi vit la tristesse dans ses yeux. Le jeune homme de Longushan le remercia comme un aîné, car l'art de l'épée de Xuanyuan était perdu depuis 1200 ans. Wei Yuan scella les ciseaux et le talisman laissé par Tian puis retourna étudier le rouleau de Shanjun. Mais il ne reçut aucun mérite. Le portrait de Tian resta visible. Cela signifiait que l'affaire n'était pas encore complètement terminée. Les chaussures rouges bondirent jusqu'au clavier. Sur l'écran, la diffusion en direct reprit l'homme. Mangeait toujours. Et le mot se transmettait encore. Fin. Zhou Yi et Song Xinhuai rapportèrent la situation à un maître daoïste. Ils débattirent pour savoir si Wei Yuan était vraiment un ancien officier, ou seulement quelqu'un qui avait hérité de méthodes perdues, comme l'épée de Xuanyuan. Le vieux maître recentra la discussion sur la montagne. Ils décidèrent que dans une montagne sauvage, les armes modernes pourraient cette fois être efficaces. Le lendemain à l'aube, Xuan Yi et 3 policiers partirent fade vers la montagne et le village. Les drones perdirent rapidement le signal. Ils rencontrèrent des villageois vêtus de vêtements anciens, les visages engourdis et les regards vides. Le chef du village expliqua que l'endroit était isolé et conservait des coutumes anciennes. Xuan Yi examina le feng shui du lieu, afin de déterminer plus tard un point maléfique à briser. On les invita à manger. Il remarqua une femme qui venait d'accoucher, mais qui travaillait déjà. Il demanda pourquoi. Un homme répondit simplement, parce qu'elle n'a pas donné naissance à un fils. Le chef du village tenta d'arrondir les angles en parlant de coutumes rurales et de malentendus. Quand l'équipe repartit, la femme essaya de s'approcher, mais elle fut immédiatement tirée en arrière par son mari. Le chef du village prétendit qu'il s'agissait seulement d'une querelle conjugale provoquée par l'absence de fils. Xuan Yi ne put pas y intervenir sur le champ. La nuit, le mari fouetta la femme. Il l'insulta en disant qu'elle avait été achetée, qu'elle avait griffé le visage de la fille de Kaogun et qu'elle avait osé écrire un message demandant « Sauvez-moi ». Il ajouta qu'un taoïste venu de l'extérieur ne pourrait pas la sauver. La femme mourut. Son mari et le chef du village jetèrent son corps dans Mohamed sans des au corps de haut de la montagne. Ses souvenirs apparurent alors. Elle s'appelait Dong Yu. À 23 ans, elle avait été enlevée et vendue pour 5000. Tous ses rêves s'étaient brisés sur un lit qui grinçait. Elle avait essayé de fuir. Elle avait marché très loin jusqu'à voir une voiture. Elle avait supplié les gens à l'intérieur de l'aider. Ils avaient accepté puis l'avaient finalement ramenée au village. Quand elle s'était réveillée, elle avait mal partout, enfermée plus bas dans une pièce encore plus sombre. Elle comprit que la route jusqu'au monde extérieur prenait 3 heures et que tous les habitants du village étaient du même côté. Dans un miroir, elle vit une peau rugueuse, des blessures, un visage qui n'était pas le sien mais qui était devenu le sien. Puis elle vit la fille du conducteur bien habillée, portant des boucles d'oreilles, avec un parfum qu'elle aimait autrefois, et des mains blanches, semblables à celles qu'elle possédait avant. Ce village ne lui avait pas seulement pris sa liberté, il lui avait volé sa vie, son identité, et sa peau véritable. On lui avait donné une autre peau, celle d'une femme achetée, humiliée, battue, forcée d'accoucher. Dans un accès de rage, elle attaqua le visage de cette fille. Elle fut battue à nouveau. La douleur du souvenir se mêla à la réalité, et elle comprit finalement qu'elle était morte. La pluie ne tombait plus sur elle. Elle ne la sentait plus. Sous un parapluie, un homme vêtu de blanc apparut. Il lui dit que la peau n'est pas seulement l'apparence. Même si les anciennes sorcelleries de peau avaient disparu. Le cœur des hommes continuait parfois à écorcher les autres. Le monde juge encore les êtres par leur peau.
leur identité, leur utilité, et les noms qu'on leur colle. Don eut compris que ce qu'on lui avait arraché n'était pas simplement son visage. C'était son identité, son avenir, sa dignité, sa vie entière. On avait remplacé sa vraie peau par celle d'une victime sans nom. L'homme en blanc lui demanda alors « Veux-tu te venger? Veux-tu récupérer ta véritable peau ?»